La médecine esthétique a fait ces dernières années d'incontestables progrès qui font que les techniques médicales s'intègrent de façon tout à fait naturelle et efficace dans l'arsenal thérapeutique que nous pouvons proposer à nos patientes. Nous connaissons tous les effets du Botox, dont l'efficacité est prouvée pour les rides d'expression au niveau du front, au niveau intersourciliaire et au niveau de la patte doigt. Nous connaissons également l'efficacité de l'acide hyaluronique en tant que remplissage des rides de la partie inférieure du visage. Il restait à disposer d'une technique qui puisse, de façon médicale, non agressive, essayer de corriger, en tout cas partiellement, les effets du relâchement de la peau, notamment au niveau de l'ovale du visage. Et c'est donc l'objectif des fils tenseurs de la face, dont nous allons parler aujourd'hui, dont l'objectif est effectivement d'atténuer ce relâchement et de participer à ces différentes techniques de rajeunissement. Les fils tenseurs de la face ne sont pas, à proprement parler, une technique récente. Depuis de nombreuses années déjà, différentes tentatives ont été faites pour mettre au point un système dont la technologie soit suffisamment efficace pour que le fil, lorsqu'il est dans le plan sous-cutané, puisse exercer une tension, un effet rétentif, un effet suspensif et permettre au tissu superficiel d'être mieux mis en tension. En vérité, il n'y a que depuis quelques années, peut-être 4 ou 5 ans, que cette technologie est suffisamment au point pour qu'on puisse parler de résultats intéressants. Sur le plan pratique, voilà un petit peu, si vous voulez, le rêve ou l'objectif de ce qu'un fil tenseur se propose d'exercer, à savoir une traction, une suspension pour que les plans superficiels soient maintenus. Et la technologie qui a permis d'arriver à cette efficacité, c'est l'inclusion dans le fil de systèmes de crans qui, comme le feraient des hameçons, lorsque le fil passe sous la peau et lorsqu'on retend le fil, ce sont ces crans, c'est pour ça qu'on parle de fil cranté, qui permettent de retendre les plans profonds et donc de corriger un affaissement quand il est modéré. Il peut s'agir de crans ou il peut s'agir de petits cônes qui sont installés à peu près tous les centimètres le long de ce fil. On peut donc parler maintenant d'une technique qui a fait de réels progrès et qui suscite un engouement légitime, vu que de nombreuses patientes formulent la demande des fils tenseurs de la face. De façon simple, la technique la plus fréquemment utilisée est la mise en place des fils en V, et vous avez sur ce schéma les différents modes d'installation des fils. Ils sont placés dans l'axe de vecteurs qui viennent s'opposer à l'affaissement de la peau, et vous avez ici une tension verticale, des tensions obliques et une tension verticale. Il reste un élément essentiel à préciser. Nous sommes dans de la médecine esthétique. Nous ne sommes pas dans la chirurgie esthétique. Ce serait une erreur majeure que de vouloir comparer les résultats des fils tenseurs de la face aux résultats d'un lifting cervico-facial. Ce serait une erreur qui déboucherait directement vers une insatisfaction légitime de la patiente. Le lifting cervico-facial reste l'intervention reine avec les meilleurs résultats, avec une efficacité naturelle et une durabilité significative. Nous parlons ici de ce qu'on peut appeler un lifting médical de la face, c'est-à-dire un geste simple, sous anesthésie locale, minimum invasif, avec évidemment, en contrepartie, une efficacité modérée et dont la durée dans le temps n'excède en général pas les 2 ans. Bien évidemment, c'est lors de la consultation que les explications sont clairement données à la patiente
avec une analyse de son visage et une évocation des objectifs que les fils tenseurs se proposent de corriger. Nous prenons automatiquement des photos préopératoires et nous insistons de nouveau sur les axes et sur les tensions qui vont être atténuées par cette intervention. Le dessin, bien évidemment, est très important. Il tient compte de ces vecteurs de suspension. Voici donc en bleu les axes verticaux et voici en rouge les axes obliques, sillon nasogénien et plis d'amertume. L'intervention se fait sous anesthésie locale et auparavant on prendra soin de carter les cheveux. L'injection se fait dans un plan sous-cutané relativement profond et c'est à l'aide d'une canule qu'on va tunneliser tout le long du passage du fil. L'incision est discrète puisqu'elle est faite au niveau du cuir chevelu et on peut faire une ou plusieurs incisions selon l'axe des fils qu'on se propose de mettre. Voilà ici donc l'anesthésie locale avec la canule qui passe dans un plan sous-cutané relativement profond. Il faut éviter d'être trop superficiel et on utilise, pour ceux qui connaissent, le plan du SMAS du muscle, à savoir quand même en sous-cutané profond. En règle générale, cette intervention n'est pas douloureuse et les patientes, sauf bien sûr quand elles sont pusillanimes, le supportent parfaitement bien puisque l'anesthésie se fait progressivement sur l'ensemble du visage. Voici donc les films tels qu'ils sont présentés. Il existe des films différents, certains sont résorbables, d'autres ne le sont pas. Personnellement, j'aurais une petite préférence pour les films non résorbables, puisqu'évidemment, ils ont une efficacité plus longue. Et voilà les fils qui sont passés donc en V, à l'aide de chaque aiguille de chaque extrémité. C'est un geste qui est rapide. En général, la mise en place de fils tenseurs de la face dure moins d'1 heure, en traitant bien évidemment les deux côtés. Une fois que les fils sont passés, comme on le voit ici en suivant les vecteurs et les dessins préalablement établis, eh bien, la patiente va être donc mise de face et nous allons procéder à la mise en tension des différents fils pour bien évidemment avoir un effet qui soit symétrique. Voici donc les fils qui sont tendus et les crans permettent de retenir la peau. Il ne faut pas craindre une seconde qu'il y ait un important excès de peau résiduelle dans la région préauriculaire ou préchevelue. C'est un signe d'efficacité de cette technique. Voici donc la patiente assise avant que les fils soient coupés. Voici, vous le remarquez, en préchevelu et sous-capillaire, l'excédent de peau. Et le fil est coupé, bien sûr, au ras de son point de sortie. Une fois que la symétrie a été vérifiée, et bien évidemment, un geste est pratiqué pour que le fil continue de rentrer à l'intérieur et qu'il n'y ait pas de point de capiton qui serait disgracieux. L'intervention est finie, on passe une petite crème à base d'antibiotiques et on va mettre un petit pansement au niveau du visage et laisser la patiente se reposer une petite demi-heure. Voici donc l'installation, la patiente qui est au repos, et puis nous allons défaire son pansement dans l'heure qui suit pour vérifier qu'il n'y a pas d'hématome, qu'il n'y a pas de complications immédiates, et ces complications sont absolument rares. Je n'ai pas de souvenir particulier d'hématome ou d'autre chose.
On est souvent surpris du résultat immédiat parce qu'effectivement l'effet de tension est spectaculaire. On vérifie que les fils sont bien mis en place, il n'y a pas de capiton. La patiente remarque bien évidemment le résultat qui est significatif. On nettoie les repères qui ont été faits. On fait bien évidemment des photos post-opératoires immédiates qui vont servir de contrôle puisque la patiente sera régulièrement revue. Les suites opératoires de ces interventions sont relativement simples puisque le geste est peu invasif. Il est très important de montrer à la patiente le résultat et d'insister sur le fait que les irrégularités, les plis de la peau qu'elle voit et l'œdème qu'elle va remarquer sont transitoires, de sorte que la patiente soit rassurée. Si l'on voit la patiente dans les 8 jours qui suivent le geste, on peut être légitimement impressionné par la différence qui n'est pas loin de ressembler à celle d'un lifting chirurgical. Nous savons cependant que ce résultat ne va pas durer longtemps et qu'un affaissement secondaire va réapparaître, ce qui fait effectivement la moindre efficacité des fils tenseurs par rapport à un geste plus invasif. À 6 mois ou à 1 an post-opératoire, il persiste cependant une amélioration significative et effectivement l'ovale du visage est mieux dessiné et les sillons nasogéniens sont moins marqués. Cette technique est particulièrement efficace pour l'ovale du visage. Elle est moins performante au niveau du cou. Voici donc un résultat à 1 an. Là, c'est le cas d'une seconde patiente qui est particulièrement intéressant parce que les fils tenseurs de la face sont une technique qui ne se suffit pas à elle-même. Elle est grandement améliorée par de petits gestes associés. Cette patiente, par exemple, va bénéficier d'une chirurgie des paupières supérieures, également pratiquée sous anesthésie locale, et d'un geste qui est particulièrement efficace et qui améliore le résultat, une lipoaspiration de l'ovale du visage et du cou. Et bien de la même manière, les repères sont marqués, l'excès de peau des paupières supérieures sera dessiné, de même que l'ovale du visage sera mieux défini par la lipoaspiration associée. Le geste des paupières supérieures, qui sera suivi ensuite d'une lipoaspiration du cou, et on terminera par la mise en place des fils. Voici donc la chirurgie des paupières supérieures, intervention qui est simple et superficielle, qui enlève l'excès de peau et les poches de graisse. La lipoaspiration du cou, qui est un geste aussi simple et rapide, et qui améliore significativement le résultat d'ensemble, comme on le verra sur les résultats post-opératoires en fin de film. Ces deux opérations s'associent aisément à la mise en place des fils et les suites opératoires sont en général très simples. On est surpris par exemple de voir que l'œdème post-opératoire est limité dans le temps et que la patiente va être marquée pendant 3 à 5 jours, rarement plus. Voici également un résultat à 1 an et on note par exemple cette meilleure définition de l'ovale du visage, des pommettes qui sont mieux dessinées et de façon indiscutable, bien que non spectaculaire, un résultat, une amélioration dont les patientes sont en règle générale satisfaites, ce qui reste le meilleur critère d'analyse d'une technique. L'efficacité moyenne en termes de durée est de l'ordre de 2 ans et il n'est pas rare que des patientes viennent remettre des fils, toujours sous anesthésie locale, pour améliorer leurs résultats si elles le jugent satisfaisant, retardant ainsi, dans certains cas,
la nécessité d'un geste chirurgical. En conclusion, je crois qu'il s'agit là d'une technique intéressante et il est légitime que tout chirurgien de la face s'intéresse à ces améliorations techniques car la demande est importante. En règle générale, la meilleure indication reste celle d'une femme qui est modérément marquée, celle pour laquelle un lifting cervico-facial n'est pas indiqué, ou celle bien évidemment qui ne veut pas de geste invasif ou qui veut en retarder l'échéance si elle le décide un jour. En tout cas, à titre personnel, je considère que ces techniques ont fait de sérieux progrès et de ce fait méritent une attention particulière. J'engage vivement tous ceux que ces techniques peuvent intéresser à suivre des cycles de formation qui sont courts, sur 24 ou 48 heures, de sorte qu'ils puissent proposer cette technique à leurs patientes et élargir un petit peu de cette manière l'arsenal de leurs possibilités sur le plan des techniques de chirurgie ou de médecine esthétique.